Bon, c'est cool, hein, mais maintenant, va falloir trouver d'autres Pokémon intéressants. Bah, je sais pas, si on continue les starters, c'est ok, non? Tu veux vraiment parler d'un bulbe et d'une tortue? Bah, t'as d'autres trucs? Ouais, j'en ai bien en tête sur des animaux incompris, tout ça. Incompris, carrément. Salut les dresseurs! Et bienvenue dans ce deuxième épisode de Culture Poké. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un Pokémon un peu mal aimé de la série. Il est plutôt naze, même si ça a été corrigé dans les générations postérieures, mais ça vaut le coup qu'on en parle, Nosferapti. C'est un Pokémon de la première génération, il est donc introduit avec Pokémon rouge et bleu. C'est le 41e Pokémon et il est bien évidemment suivi par son évolution Nosferalto. Sa deuxième évolution, Nostanfer, arrivera plus tard en deuxième génération et prendra le numéro 169 du Pokédex. Toute cette famille de Pokémon a le double type poison et vol, et visuellement, c'est pas trop déconnant. Il y a la couleur violette, caractéristique du poison, Attends, depuis quand les chauves-souris ça a un lien avec le poison? et ouais, et il y a des ailes, caractéristiques du vol. On a tout bon, aucun problème notable, hein, n'est-ce pas? Et si on s'intéresse à l'étymologie de la famille du Pokémon, on voit une récurrence du terme Nosfera, qui est une référence directe à Nosferatu, et petit par rapport au fait que Nosferapti soit tout petit. D'après Poképédia, il fait 80 cm pour 7,5 kg de moyenne. Et donc ça pour toi c'est une petite chauve-souris? Ouais, c'est petit 80 cm quand même, c'est genre une demi-Catherine Laborde. Ouais, enfin, ça fait quand même un sacré morceau, hein. Si on prend toutes les espèces de chauves-souris qu'on retrouve dans le monde, la plus grande, c'est la roussette à couronne dorée, qu'on trouve aux Philippines. Elle mesure 50 cm et elle pèse déjà 1,5 kg. Pour voler, elle a une envergure d'1,50 m. Alors une chauve-souris de 7,5 kg, imagine un peu la taille des ailes qu'il faudrait pour que ça décolle. Ah oui, donc en fait, il y a rien qui va, quoi. Ça n'a jamais été venimeux ou vénéneux, une chauve-souris, et en plus, la taille et le poids, ça déconne sévère. Mais bon, c'est Pokémon, on s'attend pas non plus à ce que ce soit totalement logique. Oui, c'est vrai, mais bon, hein, tu vas voir que pour Nosferapti, on va quand même observer plein d'éléments qu'on retrouve malgré tout dans la réalité chez les chauves-souris. Déjà, ce sont des mammifères, au même titre que les chiens, les vaches ou Catherine Laborde. En tout, il en existe plus de 1400 espèces à travers le monde, et en France, on en retrouve 35. Il y en a une d'ailleurs qui est très connue, ou en tout cas qu'on croise assez régulièrement, même en ville. Ah oui, je connais ça, c'est la pipistrelle, on la voit souvent tourner autour des lampadaires, c'est ça? C'est ça. En gros, les lampadaires attirent les insectes dont elle se nourrit, et elle a la chance de faire partie des quelques espèces de chauves-souris qui supportent assez bien la lumière pour venir chasser en dessous. Parce que oui, ce sont des animaux nocturnes qui ne sortent que du crépuscule jusqu'à l'aube. La journée, elles peuvent se réfugier dans une grotte, dans un arbre creux, ou sous le toit de la maison de Catherine Laborde. Et du coup, tu disais que le concept de Nosferapti reprenait pas mal de choses qu'on retrouve chez les chauves-souris dans la réalité? Ouais, déjà au niveau de la forme globale de leur corps et du type vol. Les chauves-souris sont les seuls mammifères au monde dotés du vol qu'on dit actif, contrairement par exemple aux écureuils volants qui peuvent planer sur de courtes distances. Dans le monde scientifique, on les appelle aussi chiroptères, du grec chiros et ptéron, littéralement main et ailes. Car oui, anatomiquement parlant, les ailes des chauves-souris, en fait, ça correspond à leurs bras. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est pas super bien représenté sur Nosferapti. Oui, enfin, à ce compte-là, hein, si on est sur la critique du design, des yeux, il y en a pas, pourtant les chauves-souris en ont, non? C'est vrai, pourtant moi j'ai toujours pensé que ces trucs-là c'était deux grands yeux quand j'étais gamine, mais pour le coup c'est un choix qui se justifie super bien. La vue des chauves-souris de manière générale elle est pas super bonne, en tout cas pas du genre à avoir de bons résultats chez l'ophtalmo. Et pour se repérer la nuit, elles sont dotées d'un système assez dingue, l'écholocation. En gros elles émettent des ultrasons, sorte de cris très aigus imperceptibles pour l'oreille humaine. Ah ouais, d'où l'attaque ultrason? Oui, en vrai par contre les ultrasons ça rend pas confus mais ça permet à la chauve-souris de se créer une espèce de carte mentale de son environnement en temps réel. Pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, l'onde sonore va rebondir sur les différentes surfaces autour de la chauve-souris. Les buissons, les arbres, le sol, les murs des bâtiments et même ses proies. Les ondes reviennent ensuite vers elle et elle les capte avec son excellent ouïe. Selon le temps que met l'onde sonore à revenir, elle peut distinguer la forme des objets, à quelle distance ils se trouvent et s'ils sont mobiles. Et comme ça, elle peut même détecter ses petites proies en mouvement et savoir comment elles se déplacent. Le son et l'ouïe sont au centre de la vie des chauves-souris, d'où l'importance donnée aux oreilles sur le design de Nosferapti finalement. Et le côté Nosferatu, c'est aussi bien trouvé quand même, non? Bah j'en sais rien, c'est quoi Nosferatu? Bah Nosferatu, c'est ni plus ni moins qu'une autre appellation de Dracula. Tu sais, les chauves-souris, ça suce le sang, tout ça, et puis en plus, regarde-le, la Nosferapti, avec ses dents, son attaque vampirisme... Non mais ça c'est des clichés, une chauve-souris c'est pas méchant. La plupart sont frugivores ou insectivores, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de fruits ou d'insectes. Et attention, on parle pas d'un papillon par-ci par-là, hein. On considère qu'une chauve-souris peut consommer jusqu'à 1/3 de son poids chaque nuit. Pour notre pipistrelle commune, ça représente jusqu'à 500 insectes par nuit, alors qu'elle pèse à peine 5 grammes. Imagine ce que pourrait bouffer un Nosferapti qui pèse 1500 fois plus lourd. En vrai, je comprends même pas pourquoi elles sont perçues si négativement. Non mais regarde-les, elles sont trop mignonnes! Attends, ça...
j'ai de quoi t'aider. Les chauves-souris, elles sont connues depuis très longtemps. Ce bon vieux Pline, d'ailleurs, il en parlait déjà. Et il citait de super belles propriétés qu'avait la chauve-souris. C'est le moment Pline la merde. Le sang de chauve-souris reçu sur des flocons de laine et mis sous la tête des femmes les excite à l'amour. Puis rapidement, vu que la chauve-souris a un mode de vie nocturne, on commence à l'associer à des choses plutôt néfastes, comme les esprits. Évidemment, ça commence avec la religion, puisque dans le Lévitique, il est expliqué qu'on se doit d'avoir la chauve-souris en abomination, qu'elle est impure, puis plus tard, on l'associe également au diable, enfin, des bails plutôt sombres. Typiquement, Shakespeare va aussi associer les chauves-souris avec la magie, les sorcières et les malédictions dans Macbeth en 1605. Et tout ça, ça lui donne une mauvaise réputation, et c'est cette réputation qui va la poursuivre jusqu'à Bram Stoker. Bram Stoker ? Bram Stoker, le type qui a popularisé les vampires. Le comte Dracula, c'est lui. En gros, on est en 1897 et il sort un roman épistolaire qui raconte comment un homme d'affaires anglais s'est sorti d'un piège tendu par le dénommé comte Dracula qui voulait lui acheter un bien immobilier. Alors attention, les vampires ça existait avant Dracula, avant Bram Stoker, mais à cette époque, la Grande-Bretagne se découvre une passion pour les animaux exotiques et apprend l'existence de chauves-souris vampires. Du coup, Bram il lit ça dans un journal et entre deux meurtres de Jack l'Éventreur, il décide de donner à son Dracula des caractéristiques spéciales comme celle de se transformer en chauve-souris. Et c'est à partir de ce moment-là que l'association du vampire et de la chauve-souris va se renforcer dans l'imaginaire collectif. Ah oui, donc ça a vraiment pris des proportions gigantesques pour pas grand-chose en fait. Parce qu'en l'état actuel des connaissances, pour rappel sur les 1400 espèces qu'on connaît, seules 3 se nourrissent de sang. Le vampire commun, le vampire à pattes velues et le vampire à ailes blanches. Et pas d'inquiétude, on les retrouve qu'en Amérique du Sud, principalement au Mexique, Chili, Brésil et Argentine. En plus de ça, c'est super rare qu'elles s'attaquent à l'homme, elles se dirigent plutôt vers d'autres mammifères ou des oiseaux. C'est pas ce que raconte l'histoire, ça. Les premières traces de chauves-souris suceuses de sang, elles apparaissent dans un ouvrage du XVIIe siècle qui retrace les aventures du père Yves d'Evreux au nord du Brésil. Il y mentionne des vilains oiseaux nocturnes qui viennent trouver les personnes couchées et leur arrache une pièce de la chair, puis en suce le sang en grande quantité, sans que le blessé puisse se réveiller. Et du coup, tu te dis pas qu'un missionnaire chrétien au XVIIe siècle, il a peut-être une vision un poil erronée des chauves-souris ? Bah, c'est écrit dans un livre, ça doit donc être vrai. Les chauves-souris suceuses de sang, elles seront de nouveau recensées dans de nombreux ouvrages, notamment le Dictionnaire universel d'Antoine Furetière, au XVIIe toujours, qui mentionne en vieux français, car c'est important de ne pas dénaturer la langue, il y a à Madagascar et au Brésil et aux Maldives des chauves-souris gros comme des corbeaux qui ont la tête d'un renard. Tiens, c'est marrant parce qu'il y a certaines chauves-souris, les roussettes, qu'on appelle des renards volants. Ah ouais ? Mais est-ce que ces renards volants, ils puffent le fan des hommes la nuit, hein ? Alors non, mais petit fun fact, une des protéines contenues dans la salive de la chauve-souris s'appelle la draculine, et elle empêche la coagulation du sang. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a inspiré aux développeurs le type poison de Nosferatu. Alors c'est possible que ça ait un lien, mais je pense qu'il y a aussi quand même une légère référence au fait que les chauves-souris sont considérés comme des animaux sales. On la voit aussi comme un vecteur de maladie, genre le Covid, ce qui contribue toujours à renforcer son image un peu négative. Mais c'est pareil partout cette représentation ? Bah, pas du tout, la chauve-souris elle a des significations différentes selon les cultures. La connotation très négative de la chauve-souris elle est surtout occidentale, mais on retrouve aussi des associations magiques dans certaines cultures africaines. En revanche, dans la culture chinoise, la chauve-souris elle est synonyme de chance. On retrouve des principes similaires d'ailleurs dans d'autres cultures asiatiques comme la culture philippine ou indonésienne. Mais heureusement, Pokémon ils y ont pensé à ça aussi. Oui, enfin quand même, le design inquiétant, le type poison, la référence au vampire, tout est fait pour que Nosferatu soit un Pokémon qui fasse peur, non ? Et comme souvent ici, on se heurte à des choix de traduction. C'est seulement en français où on retrouve cette référence au vampire. L'attaque vampirisme s'appelle Leech Life, et ça fait écho au sensu, et Nosferatu s'appelle Zubat, que ce soit d'ailleurs en anglais, en allemand ou en japonais. Et Zubat, c'est juste une onomatopée japonaise qui fait référence à quelque chose de tranchant, de perçant. Ça sous-entendrait que le choix du nom français rend le Pokémon beaucoup moins neutre qu'il ne peut l'être dans les autres langues, c'est un axe d'étude intéressant. Après, bon, quand la dernière évolution c'est Nostanfer, on peut pas non plus dire que... Sauf qu'en anglais et en japonais, Nostanfer c'est Crobat.
en référence à la vitesse du Pokémon qui est un acrobate. On peut potentiellement y voir une référence à Cross, mais ça semble être une interprétation plutôt occidentale. D'autant que Nosferalto évolue en Ostanfer avec du bonheur, donc ça nous éloigne pas mal de la dimension négative du Pokémon. Ah, donc la traduction française fait un choix en forçant l'imagerie négative liée à la chauve-souris. Exactement. Si on résume, notre Nosferati, son nom, est clairement un choix de la traduction qui fait écho à des références très occidentales sur la représentation de la chauve-souris, notamment en référence au Dracula de Bram Stoker. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que jamais dans le Pokédex ne sont mentionnées d'éventuelles capacités vampiriques. Le Pokémon, il a juste été grossi de manière à paraître plus imposant qu'une chauve-souris normale, mais ça, on peut difficilement leur reprocher. Et dans la vraie vie alors? En résumé, les chauves-souris sont des animaux qui souffrent encore de leur mauvaise réputation. Elles sont pourtant essentielles dans nos écosystèmes puisqu'elles régulent les populations d'insectes. Malgré tout, elles sont aujourd'hui menacées par la perte de leurs habitats et la pollution lumineuse, qui empêche les espèces strictement nocturnes de se déplacer librement la nuit. Heureusement, elles sont protégées et de plus en plus prises en compte dans les projets d'aménagement. En plus, elles bénéficient de leur propre événement, la Nuit internationale de la chauve-souris. Chaque année, à cette occasion, des professionnels et des bénévoles donnent de leur temps pour faire découvrir ces petites bêtes au grand public, et ce, pour essayer de redorer un peu leur image. Vous trouverez d'ailleurs un lien vers cet événement dans la description de la vidéo. Et vous aurez aussi accès à des liens vers les autres réseaux où vous pourrez nous retrouver. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires, on est preneurs. Et en attendant, on espère vous retrouver vite pour un prochain épisode de Culture Poké.